Tension explosive. Un missile iranien frappe la raffinerie de Haïfa. La raffinerie de Bazan à Haïfa est l'installation énergétique la plus importante de l'État israélien. Elle traite 197 000 barils de pétrole par jour. Elle fournit 50% du diesel et de l'essence consommés sur le territoire israélien. Elle est la colonne vertébrale pétrolière d'un pays qui roule, qui se chauffe, qui fait fonctionner ses usines, ses hôpitaux, ses avions militaires. Et le jeudi 19 mars 2026, au 21e jour d'une guerre que son commandant en chef avait appelée une petite excursion, un missile balistique iranien à tête chercheuse a frappé cette installation. Ce n'était pas un test. Ce n'était pas une frappe de semonce vers la mer. Un missile iranien a atteint la raffinerie de pétrole la plus critique qu'Israël possède, celle sans laquelle le pays tourne à vide en quelques jours. Salut à tous, je réponds au nom d'Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de la vidéo. Merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour aider notre chaîne à grandir. Merci de l'avoir fait, on continue. Pour comprendre ce moment, il faut d'abord comprendre ce que signifie, dans la doctrine militaire iranienne, telle qu'elle s'est développée depuis le début de ce conflit, la notion de symétrie des représailles. L'Iran n'a pas frappé Haïfa par hasard ou par opportunisme tactique. Il a frappé Haïfa parce qu'Israël avait frappé la raffinerie de Téhéran. Cette logique de réciprocité énergétique est inscrite dans tous les communiqués iraniens depuis le début du conflit, avec une clarté que ses adversaires ont refusé de prendre au sérieux. Tu frappes ce qui me fait vivre, je frappe ce qui te fait vivre. Tu brûles ma raffinerie, je brûle la tienne. Tu vises mon pétrole, je vise ton pétrole. Cette logique n'est pas une improvisation, elle est la traduction opérationnelle d'une doctrine stratégique que les gardiens de la révolution ont élaborée et que personne à Tel Aviv ou à Washington ne voulait croire applicable dans ce conflit. La nuit du 7 au 8 mars avait déjà tracé la ligne. Israël et les États-Unis avaient frappé les dépôts pétroliers de la région de Téhéran, les réservoirs de carburant du district de Shahran, la raffinerie de Tongouyan au sud de la capitale. 4 dépôts pétroliers et un site logistique de produits pétroliers avaient brûlé cette nuit-là, dégageant des nuages de fumée noire qui avaient enveloppé la capitale iranienne pendant des heures. Les habitants de Téhéran avaient été invités à rester chez eux et à fermer leurs fenêtres. Les gardiens de la révolution avaient répondu la même nuit avec des missiles Khaybar-Shekan sur la raffinerie de Haïfa. Dans cette première confrontation énergétique de cette guerre, la raffinerie de Haïfa avait déjà été touchée. C'était la vague 27 de l'opération Promesse Honnête 4. Et l'Iran avait annoncé explicitement, en réponse à l'attaque contre la raffinerie de Téhéran, nous venons de cibler la raffinerie de Haïfa. Le 19 mars, 10 jours plus tard, c'était la 9e attaque iranienne de la journée. 10 salves depuis minuit. 10 fois les sirènes. 10 fois la population israélienne courant vers ses abris. Et dans cette 9e attaque, un missile balistique a touché à nouveau la raffinerie de Haïfa, provoquant un épais panache de fumée grise visible depuis toute la baie, documenté en direct par la chaîne publique israélienne Cannes, qui en a diffusé les images sans commentaire pendant plusieurs minutes. Le ministère israélien de l'énergie, dirigé par Eli Cohen, a déclaré que les dommages n'étaient pas significatifs, que l'électricité avait été brièvement interrompue avant d'être rétablie, que plusieurs unités du site avaient dû fermer mais que l'infrastructure principale tenait. Les pompiers combattaient l'incendie. Le personnel du ministère de l'Environnement s'était rendu sur place pour évaluer les risques de contamination. Et des éclats du missile avaient également touché un établissement éducatif dans la banlieue de Haïfa sans faire de victimes selon les premières informations. La formule des dommages non significatifs employée par le ministre israélien de l'énergie mérite d'être confrontée à la réalité de ce qu'est une raffinerie de pétrole touchée par des projectiles de guerre. Dans ce contexte de conflit de haute intensité, la distinction entre dommages significatifs et dommages mineurs est une question de degré dans un spectre qui commence à l'étincelle et finit à l'explosion de l'installation entière. La raffinerie de Haïfa avait déjà été touchée en juin 2025 lors d'une frappe iranienne précédente, tuant 3 personnes et interrompant les opérations pour plusieurs jours. Cette fois, Israël affirme que les dégâts sont localisés. Mais chaque frappe sur une installation pétrolière crée des fissures dans les circuits, des microfuites dans les tuyauteries, des déformations thermiques dans les structures métalliques qui, accumulées, finissent par transformer une installation qui fonctionnait en une installation qui ne peut plus fonctionner du tout. Et la raffinerie de Haïfa, frappée 2 fois en 2 semaines, représente 50% de la capacité de raffinage israélienne. Sa dégradation progressive n'est pas une anecdote marginale. C'est une pression systémique sur la capacité d'Israël à mener une guerre longue. L'Iran, dans ses communications officielles sur cette frappe,
n'a pas évoqué de cibles militaires ou de bases armées. Il a explicitement cité la raffinerie de Haïfa parmi ses objectifs, ainsi que la raffinerie d'Ashdod dans le sud d'Israël, et une série de cibles de sécurité et de centres de soutien militaire. Cette liste dit quelque chose d'important. L'Iran vise simultanément l'infrastructure énergétique civile et les soutiens logistiques militaires. Il ne fait pas de distinction entre les deux, et ce refus de distinction est délibéré. Il dit à la population israélienne « Votre économie et votre guerre sont le même problème. Votre carburant et vos bombes viennent du même endroit. Et nous ciblons les deux. » Le contexte politique dans lequel cette frappe intervient dit beaucoup sur le niveau de déconnexion entre les déclarations officielles et la réalité de ce 21e jour. Netanyahou avait affirmé le même jeudi que beaucoup de signes indiquaient désormais que le régime iranien était en train de céder. Il avait dit que l'Iran n'avait plus aucune capacité d'enrichir de l'uranium ni de produire des missiles balistiques. Il avait dit que cette guerre allait se terminer bien plus vite que ce que les gens imaginaient. Et dans les heures qui ont suivi ces déclarations, 10 salves de missiles iraniens avaient balayé le ciel d'Israël, la 9e d'entre elles touchant la principale raffinerie du pays. Un régime qui n'a plus de missiles balistiques vient d'en tirer 10 salves dans la même journée. La contradiction est tellement criante qu'elle n'a même pas besoin d'être commentée. Elle se commente elle-même dans les images de fumée au-dessus de Haïfa. Trump, de son côté, naviguait ce même jeudi entre des contradictions qui lui sont propres. Interrogé par un journaliste japonais lors de la rencontre avec le premier ministre japonais Ishiba sur pourquoi il n'avait pas informé ses alliés avant d'attaquer l'Iran, Trump avait répondu avec une formule qui a immédiatement fait le tour du monde « Vous ne voulez pas envoyer de signaux. Nous avons frappé très fort. Nous n'avons prévenu personne parce que nous voulions la surprise. » Et il avait ajouté « Qui sait mieux que le Japon ce qu'est la surprise? Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de Pearl Harbor ?» La caméra avait capturé le visage du premier ministre japonais Ishiba dans les secondes qui ont suivi cette réplique. Ce visage dit, sans aucun mot, tout ce que les alliés de l'Amérique pensent de la direction que prend ce conflit. Cette formule de Trump sur Pearl Harbor est plus qu'une gaffe diplomatique. Elle révèle une vision du monde dans laquelle la surprise militaire justifie l'absence de concertation avec les alliés, dans laquelle la force prime sur la coalition, et dans laquelle les conséquences de cette solitude stratégique, les alliés qui refusent d'aider, les pays du Golfe qui négocient directement avec Téhéran, les marchés qui s'affolent, le Brent qui dépasse $114, ne sont pas des problèmes créés par les propres choix de Trump, mais des défaillances de loyauté de la part de ceux qui ne le soutiennent pas. La comparaison avec Pearl Harbor dit en réalité quelque chose que Trump n'avait peut-être pas prévu de dire, que comme l'attaque japonaise de 1941, cette guerre a pris par surprise des gens qui auraient dû être prévenus, et que la surprise n'est pas toujours, contrairement à ce que Trump semble croire, une démonstration de puissance. C'est parfois, comme le Japon l'a appris à ses dépens, le début d'une guerre qu'on ne gagne pas. Sur le front de la neutralisation de l'Iran, les chiffres américains avancés par Trump et par CENTCOM continuent d'afficher une confiance opérationnelle qui contraste avec les 10 salves de missiles de la journée. CENTCOM a publié des vidéos montrant des navires iraniens détruits dans la mer Caspienne. Oui, dans la mer Caspienne, au nord de l'Iran, où des jets de combat israéliens ont ciblé des vaisseaux de la marine iranienne dans une extension géographique du conflit que peu de commentateurs avaient anticipé. Simultanément, un F-35 américain avait dû effectuer un atterrissage d'urgence sur une base régionale après une mission de combat en Iran. Le pilote dans un état stable selon le communiqué officiel. L'atterrissage d'urgence d'un F-35 est présenté comme une information factuelle neutre. Mais un F-35 qui atterrit en urgence après une mission de combat en Iran n'est pas un détail ordinaire. C'est le signe que les missions de combat au-dessus du territoire iranien comportent des risques réels pour les aéronefs les plus sophistiqués du monde, des risques dont la communication officielle minimise systématiquement la nature. La question de l'envoi de troupes américaines au sol a ressurgi lors de la même conférence de presse. Trump a répondu avec sa formule habituelle « Je ne mets pas de troupes quelque part. Et si je le faisais, je ne vous le dirais certainement pas. » Cette réponse contient implicitement les deux options. Il ne le fait pas, ou il le fait, mais ne le dit pas. 3 sources proches du dossier, citées par France 24, affirmaient que l'administration Trump avait discuté sérieusement de l'envoi de troupes au sol sur l'île de Karg pour en prendre le contrôle. Un responsable avait estimé qu'une telle opération serait très risquée parce que l'Iran peut atteindre Karg avec des missiles et des drones depuis sa propre côte en quelques minutes. L'USS Tripoli avec ses 2500 Marines convergeait toujours vers le Golfe. Les F-35B à décollage vertical, les Ospreys, les hélicoptères d'assaut lourds, toute la panoplie d'un assaut amphibie flottait quelque part dans l'océan Indien en direction du théâtre d'opération. Ce mouvement de troupes dit qu'une option terrestre reste dans le calcul américain, même si personne ne veut la nommer clairement avant que la décision soit prise.
Ce contexte d'escalade tous azimuts est celui dans lequel la frappe sur la raffinerie de Haïfa prend toute sa dimension stratégique. L'Iran ne frappe pas Haïfa par faiblesse. Il frappe Haïfa parce qu'il peut. Il frappe Haïfa parce que la doctrine de réciprocité énergétique qu'il a annoncée depuis le début est une doctrine réelle, pas une menace vide. Et il frappe Haïfa au moment précis où Netanyahou dit que l'Iran n'a plus de missiles balistiques, ce qui constitue soit une démonstration de mensonge délibéré pour rassurer sa propre population, soit une incompréhension profonde des capacités réelles de l'adversaire, les deux options étant également alarmantes pour une démocratie qui s'apprête à voter des budgets de défense d'urgence et à décider du sort de ses civils. La liste des fronts actifs à ce 21e jour dit l'ampleur d'un conflit qui a largement dépassé ses contours initiaux. Haïfa bombardé, Ashdod ciblé, 10 salves de missiles iraniens dans la journée, la raffinerie de Haïfa en feu, Ras Laffan frappé 2 jours de suite, South Pars en flammes, la raffinerie Mina Al-Ahmadi du Koweït touchée pour la 2e fois, la raffinerie saoudienne de Samref touchée par un drone, Abu Dhabi ayant fermé ses installations gazières par précaution. Un navire en feu dans le golfe d'Oman près du détroit d'Ormuz. Des éclats de missiles tuant un travailleur étranger à Moshav Adanim en Israël. Des roquettes du Hezbollah blessant des civils à Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. Des frappes israéliennes sur la principale centrale électrique du sud du Liban. Des tirs israéliens sur les ponts du fleuve Litani pour couper les lignes d'approvisionnement du Hezbollah. Plus de 900 morts au Liban depuis l'ouverture du front libanais le 2 mars, dont 111 enfants. Un responsable du renseignement du Hamas tué dans une frappe à Gaza. Ce n'est pas une guerre contenue dans des limites géographiques ou politiques. C'est un embrasement régional qui touche 6 ou 7 pays simultanément et qui, pour la première fois depuis 1973, frappe les infrastructures énergétiques de plusieurs grands exportateurs de pétrole et de gaz en même temps. La déclaration de Hegseth, ce même jeudi, affirmant que les États-Unis s'apprêtaient à lancer la plus grande série de frappes jamais menées en Iran, dit que Washington aussi est entré dans une logique d'escalade qui n'a plus de plafond clairement défini. Chaque annonce de frappe record est suivie d'une autre annonce de frappe encore plus grande. L'administration américaine fonctionne dans une communication de guerre qui mesure le succès à l'intensité de la frappe plutôt qu'aux objectifs stratégiques atteints. Et les objectifs stratégiques, le renversement du régime, l'arrêt du programme nucléaire, la capitulation de l'Iran, n'ont manifestement pas été atteints après 21 jours. Netanyahou peut dire que beaucoup de signes montrent que l'Iran cède. Les 10 salves de missiles de ce jeudi répondent à sa place. 6 pays avaient finalement annoncé être prêts à contribuer à la sécurisation du détroit d'Ormuz, selon les informations du Times of Israel publiées le même jour. 6 pays. Sur les 29 membres de l'OTAN, sur les alliés de l'Asie-Pacifique que Trump avait sollicités. 6 pays. Et sans préciser lesquels, sans préciser avec quel navire, sans préciser dans quel délai. Cette annonce de 6 pays est présentée comme une victoire diplomatique. Elle dit en réalité que Trump n'a pas réussi à mobiliser les grandes flottes dont il avait besoin, que les pays qui produisent et transportent le plus de pétrole via Hormuz, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, ont tous calculé qu'il valait mieux négocier directement avec Téhéran plutôt que d'escorter des pétroliers dans une zone de guerre au risque de perdre des navires et de provoquer une riposte iranienne sur leurs propres ressortissants. Ce jeudi 19 mars est aussi le jour où les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles ont appelé à un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et hydrauliques dans la guerre au Moyen-Orient. Un moratoire. Cette formule, déjà proposée par Macron individuellement la veille, est devenue une position collective de l'Union européenne. Elle dit que l'Europe regarde les flammes de Haïfa, les flammes de Ras Laffan, les flammes de Samref, et voit dans ces feux la menace directe d'une crise énergétique dont elle ne s'est pas encore remise depuis celle de 2022. Elle dit que les gouvernements européens sont en train d'expliquer à leurs opinions publiques comment les prix de l'énergie vont encore augmenter à cause d'une guerre à laquelle ils ne participent pas et qui a été déclenchée sans les consulter. Et elle dit, peut-être le plus important, qu'un consensus diplomatique multilatéral commence à se constituer autour de l'idée qu'une ligne a été franchie avec les frappes sur les infrastructures énergétiques et qu'il faut trouver une sortie avant que la prochaine frappe ne soit celle de trop. Mais dans cette guerre, les appels à la modération arrivent généralement trop tard pour la frappe qui vient d'avoir lieu et trop tôt pour la frappe qui va suivre.
Le moratoire de l'UE n'a pas empêché la 9e salve iranienne de ce jeudi de toucher la raffinerie de Haïfa. Il n'empêchera pas la prochaine si la spirale des réciprocités énergétiques continue. Et la logique interne de cette spirale, tu frappes mon pétrole, je frappe ton pétrole, jusqu'à ce que l'un ou l'autre cède ou jusqu'à ce que les marchés mondiaux rendent la continuation économiquement insupportable pour les deux camps et pour tous leurs voisins. Cette logique n'est pas arrêtée par une déclaration de sommet européen. Elle est arrêtée par une décision politique des belligérants, une décision qui nécessite une pression plus grande que celle que l'Europe peut exercer seule. La frappe sur Haïfa ce jeudi dit encore une chose qu'il faut dire clairement. Trump avait reproché à Israël d'avoir frappé South-Pars sans le prévenir. Il avait demandé à Netanyahou d'arrêter. Il avait dit dans l'Oval Office, devant les caméras et le premier ministre japonais. Je lui ai dit de ne pas faire ça. On n'en a pas discuté. On est indépendant mais on s'entend bien. C'est coordonné. Mais parfois il fait quelque chose. Et si ça ne me plaît pas, on arrête. Ce ne plus faire ça de Trump ressemble moins à un ordre stratégique fermement communiqué qu'à une réprimande publique destinée à se protéger politiquement des conséquences de la frappe de South-Pars qui avait déclenché la riposte iranienne sur Ras Laffan. Et l'ambiguïté de cette relation de coordination mais d'indépendance laisse entière la question de savoir qui décide quoi dans ce conflit. Qui a décidé de frapper South-Pars? Qui a décidé d'étendre les frappes à la mer Caspienne? Qui décide maintenant si et quand les troupes américaines débarqueront sur l'île de Karg? Cette chaîne de commandement floue entre Washington et Tel Aviv, dans laquelle chacun peut revendiquer ses victoires et rejeter ses échecs sur l'autre, est peut-être le risque le plus sérieux de ce conflit au-delà de ses effets économiques immédiats. L'Iran, lui, n'a pas de problème de cohérence de commandement. La frappe sur Haïfa ce jeudi, la 9e vague de la journée, a été revendiquée par les gardiens de la Révolution avec la même précision documentaire que toutes les vagues précédentes. Cible identifiée. Mission accomplie. Rapport publié. Dans une guerre où l'adversaire américano-israélien passe son temps à se contredire, à se rejeter la responsabilité, à annoncer des victoires que les faits démentent, la communication iranienne présente une constance et une cohérence qui renforcent, dans les esprits qui la suivent, le sentiment que c'est Téhéran qui maîtrise sa propre doctrine. Haïfa brûle. Pas complètement, pas de façon catastrophique, pas au sens d'une installation détruite. Mais visiblement, documentairement, irréfutablement. Le plus grand site de raffinage d'Israël a pris feu ce jeudi, la 2e fois en 2 semaines, sous les missiles d'un adversaire que les communiqués officiels prétendaient avoir réduit à l'impuissance. La fumée qui monte au-dessus de la baie de Haïfa est le démenti le plus concret qui soit à la thèse du tigre de papier. Et chaque fois que cette fumée apparaît dans le ciel du nord d'Israël, elle pose une question que Netanyahou, Trump et leurs états-majors préfèrent ne pas entendre, mais que les familles israéliennes dans leurs abris posent chaque nuit depuis 21 jours. Jusqu'où cela va-t-il aller? Et quand est-ce que quelqu'un va décider que ça suffit? Il faut ici revenir sur l'architecture de la doctrine iranienne de représailles énergétiques, parce qu'elle explique non seulement pourquoi Haïfa a été frappée, mais pourquoi elle sera frappée encore si rien ne change dans le comportement adverse. Cette doctrine a été formulée clairement dès les premiers jours du conflit et répétée à chaque escalade avec une cohérence qui force la reconnaissance de sa réalité même chez ceux qui la combattent. Son principe est simple, l'Iran n'accepte pas l'asymétrie de destruction. Il n'accepte pas que ses raffineries brûlent pendant que celles d'Israël fonctionnent normalement. Il n'accepte pas que ses dépôts pétroliers soient réduits en cendres pendant que les stations-service israéliennes continuent d'être approvisionnées. Et il a les moyens, démontrés maintenant à 2 reprises sur la raffinerie de Haïfa et une fois sur celle d'Ashdod, de rendre cette asymétrie insoutenable. Ce qui est remarquable dans cette stratégie iranienne, c'est sa précision chirurgicale dans le choix des cibles. L'Iran ne bombarde pas indistinctement le territoire israélien. Il ne tire pas vers des zones résidentielles au hasard. Il cible des installations industrielles et énergétiques avec une précision qui parle d'un renseignement solide et d'une préparation opérationnelle longue. La raffinerie de Bazan à Haïfa est connue. Ses coordonnées géographiques sont publiques. Mais la capacité à y envoyer un missile balistique à tête chercheuse de manière répétée, malgré la défense aérienne multicouche qu'Israël a déployée dans le nord du pays, dit que les missiles iraniens sont suffisamment sophistiqués pour contourner ou saturer cette défense dans des conditions réelles de guerre. Le porte-parole de l'armée israélienne l'avait dit lui-même lors d'une conférence de presse précédente avec des mots qui méritent d'être répétés. La défense n'est pas hermétique. La défense n'est pas hermétique. Voilà les mots d'un système défensif qui reconnaît ses propres limites en temps de guerre. L'Iran a également frappé, dans la même salve du 19 mars, la raffinerie d'Ashdod dans le sud du pays, Haïfa et Ashdod simultanément. L'une à l'extrémité nord du territoire israélien, l'autre à l'extrémité sud. Cette géographie des frappes dit qu'il n'existe pas de zone sûre pour les grandes installations industrielles israéliennes,
que la couverture du territoire par les missiles iraniens est suffisamment étendue pour atteindre n'importe quel point d'Israël, et que la stratégie iranienne vise non pas à détruire une installation, mais à dégrader l'ensemble du système énergétique israélien par des frappes répétées, successives, sur des cibles multiples réparties sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas la logique d'une attaque terroriste aveugle, c'est la logique d'une campagne aérienne systématique contre une infrastructure industrielle nationale. Le prix à payer pour la population israélienne commence à devenir concret de façon quotidienne. Des stocks sous pression à Jérusalem ont été mentionnés dans les médias israéliens, avec les experts qui rappellent qu'une baisse de stock est normale en guerre et qu'Israël s'y est probablement préparé. Cette précision rassurante contient en elle-même le problème. On se prépare à des pénuries en temps de guerre. On prépare des stocks d'urgence parce qu'on sait que les raffineries pourraient être touchées. Et maintenant qu'elles l'ont été 2 fois en 2 semaines, les stocks d'urgence commencent à être utilisés. Un pays qui utilise ses réserves stratégiques au 21e jour d'une guerre qui avait été présentée comme devant durer 72 heures, est un pays dont la posture de sécurité énergétique se dégrade à un rythme que personne dans les états-majors n'avait planifié pour une durée de conflit aussi longue. La remarque de Trump sur Pearl Harbor, si elle dit quelque chose sur son rapport à l'histoire, dit surtout quelque chose sur le sentiment de solitude stratégique dans lequel les États-Unis et Israël se trouvent maintenant. La surprise de Pearl Harbor en 1941 avait fonctionné tactiquement mais avait provoqué l'entrée en guerre des États-Unis et, in fine, la défaite du Japon. La surprise d'Epic Fury le 28 février 2026 a fonctionné dans les premières heures en éliminant Khamenei et plusieurs hauts commandants. Mais 21 jours plus tard, l'Iran n'a pas capitulé, ses missiles frappent encore, ses représailles économiques ont mis le feu au Golfe, et les alliés dont les États-Unis auraient besoin ont décliné l'invitation à rejoindre la coalition. La comparaison avec Pearl Harbor dit, malgré Trump lui-même, que la surprise n'est qu'une première page, et que le reste du livre peut être très différent. Il y a quelque chose de particulièrement révélateur dans la conférence de presse de Trump avec le Premier ministre japonais Ishiba. Le Japon dépend à 95% du pétrole qui transite via le détroit d'Ormuz, selon les propres mots de Trump lors de son allocution au Kennedy Center quelques jours plus tôt. C'est le pays au monde qui a le plus besoin qu'Ormuz soit ouvert et sécurisé. Et pourtant, le Japon ne s'est pas précipité pour envoyer ses destroyers dans le détroit. Il a regardé la situation, calculé les risques et choisi de ne pas se mettre en danger dans une guerre qu'il n'a pas choisie. Trump a interpellé son homologue japonais avec l'anecdote de Pearl Harbor pour lui signifier implicitement son ingratitude. Ishiba a regardé droit devant lui avec un sourire diplomatiquement parfait. Et le lendemain, l'Iran frappait à nouveau Haïfa pendant que le Japon continuait à ne pas envoyer ses navires dans le détroit. La séquence Trump, Pearl Harbor, Ishiba est l'illustration parfaite du paradoxe américain dans cette guerre. Jamais les États-Unis n'ont eu une puissance militaire aussi écrasante. Et jamais ils n'ont été aussi seuls pour l'utiliser. Les alliés qui dépendent le plus d'Ormuz sont précisément ceux qui ont le plus de raisons d'éviter d'être identifiés comme belligérants par l'Iran. Parce que l'Iran a démontré, avec Ras Laffan, avec la raffinerie saoudienne de Samref, avec les installations d'Abu Dhabi, qu'il frappe ceux qui participent à la guerre contre lui, qu'ils soient directement impliqués militairement ou qu'ils hébergent simplement les forces qui lui font la guerre. La participation à une coalition contre l'Iran, même symbolique, même logistique, est devenue une invitation à recevoir des missiles sur ses propres installations énergétiques. Et aucun gouvernement ne peut ignorer cette réalité en décidant de rejoindre ou non la coalition américaine. Les brigades du Hezbollah irakien avaient annoncé ce même jeudi une pause de 5 jours dans leurs attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, sous condition. Cette annonce, présentée par certains médias américains comme un signe de faiblesse iranienne ou de volonté de négociation, est en réalité une déclaration stratégique de force. Un groupe armé qui s'accorde une pause de 5 jours dit qu'il choisit le tempo, qu'il peut frapper et s'arrêter selon son propre agenda, qu'il n'est pas poussé par la nécessité, mais qu'il gère le rythme de la pression. Et les conditions posées pour cette pause, quelles qu'elles soient dans leurs détails, disent que ce groupe négocie maintenant depuis une position où il peut exiger des contreparties. Ce n'est pas le comportement d'une organisation en déroute. La vision d'ensemble de ce 21e jour, avec ses 10 salves de missiles iraniens, sa raffinerie de Haïfa en feu, ses déclarations contradictoires de Netanyahou sur la victoire imminente, ses alliances qui refusent de rejoindre la coalition, son Brent qui oscille entre 110 et 115 $, ses leaders européens qui réclament un moratoire que personne ne peut imposer, dit quelque chose de fondamental sur la nature de ce conflit. Ce n'est pas une guerre qui se gagne avec des communiqués. Ce n'est pas une guerre qui se gagne en frappant plus fort que la veille si chaque frappe supplémentaire produit une riposte supplémentaire d'égale intensité.
Et ce n'est pas une guerre dont la sortie passe par une capitulation iranienne que 21 jours de bombardement n'ont pas réussi à provoquer. L'Iran résiste, il riposte, il fait brûler Haïfa. Et il pose chaque jour qui passe la même question à ceux qui ont déclenché cette guerre. Avez-vous prévu jusqu'où vous êtes prêts à aller? Parce que nous l'avons prévu. Et nous avons du chemin devant nous. Il reste une dimension de cette frappe sur Haïfa qui mérite d'être examinée séparément, parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond que les bilans militaires et les courbes des marchés pétroliers. Haïfa n'est pas seulement une ville industrielle, c'est l'une des villes les plus cosmopolites d'Israël, celle où Juifs et Arabes ont construit une coexistence urbaine qui fait exception dans le paysage régional. C'est une ville de chercheurs, d'ingénieurs, d'artistes, une ville portuaire qui regarde la mer et le monde avec une ouverture que la guerre est en train de refermer. Ses habitants courent vers les abris 10 fois par jour, leurs enfants font la classe dans des sous-sols, leurs fenêtres vibrent sous les explosions. Et maintenant, la fumée de leur raffinerie se mêle à la fumée des missiles interceptés dans le ciel au-dessus de leur tête. Cette réalité humaine, que les communiqués militaires des deux camps réduisent à des statistiques de cibles atteintes ou de missions accomplies, est la réalité concrète dans laquelle vivent des centaines de milliers de civils qui n'ont pas choisi cette guerre et qui doivent pourtant la vivre dans leur chair quotidienne. Du côté iranien, cette réalité est amplifiée par une asymétrie brutale dans les bilans humains. Plus de 1300 civils iraniens tués depuis le 28 février selon les chiffres officiels, plus de 1800 selon les ONG. Des enfants morts dans une école près de Bandar Abbas, frappés par erreur dans les premières heures de la guerre. Le palais du Golestan, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, endommagé. 56 musées et sites historiques touchés selon le ministère iranien du patrimoine culturel. Des familles entières ensevelies sous des décombres dans des quartiers résidentiels de Téhéran, d'Ispahan, de Qom. Et pendant ce temps, les communiqués israéliens et américains parlent de dommages mineurs quand un missile touche la raffinerie de Haïfa, sans qu'une seule victime ne soit à déplorer. Cette asymétrie dans la comptabilité des souffrances n'est pas neutre. Elle dit que ce conflit, comme tous les conflits entre une puissance conventionnellement supérieure et un pays qui résiste avec des moyens asymétriques, frappe infiniment plus durement la partie qui se défend que la partie qui attaque. Et cette réalité, documentée par les chiffres, alimentera pendant des décennies le récit de la résistance iranienne bien au-delà de la fin de ce conflit particulier. La proposition de moratoire de l'Union européenne sur les frappes contre les infrastructures civiles mérite d'être relue dans ce contexte. Elle dit implicitement que les bombardements israéliano-américains sur les raffineries de Téhéran, les dépôts pétroliers de Charan, les installations de Soud Pars violent le droit international des conflits armés qui interdit les attaques délibérées contre les infrastructures civiles non directement liées à l'effort de guerre. Cette constatation, faite collectivement par les 27 nations de l'Union européenne réunies en sommet à Bruxelles, est un jugement politique d'une portée considérable. Ce n'est pas une ONG qui proteste, ce n'est pas un pays tiers non aligné. Ce sont les alliés les plus proches des États-Unis en dehors des pays anglo-saxons qui disent publiquement, collectivement, que des lignes ont été franchies. Et si l'UE dit cela des frappes israélo-américaines sur les infrastructures iraniennes, elle dit aussi que la riposte iranienne sur Haïfa, sur Ras Laffan, sur Samref, s'inscrit dans une logique de réciprocité que ses propres partenaires ont alimentée en frappant les premières. Netanyahou a dit que la guerre va se terminer bien plus vite que ce que les gens imaginent. Cette promesse de rapidité, dans la bouche d'un homme dont le pays encaisse 10 salves de missiles dans une seule journée au 21e jour d'un conflit qui devait durer 72 heures, est peut-être sincère. Peut-être a-t-il des informations que le public n'a pas. Peut-être la dégradation des capacités iraniennes est-elle réellement en train d'atteindre un seuil critique. Ou peut-être répète-t-il la même promesse de victoire rapide que tous les dirigeants en guerre répètent pour maintenir le moral de leur population. La même promesse que Poutine faisait sur l'Ukraine en février 2022, la même promesse que Bush faisait sur l'Irak en mars 2003. L'histoire de ces promesses-là n'est pas encourageante pour ceux qui les font. Elle l'est davantage pour ceux qui résistent en attendant qu'elles s'épuisent. L'Iran tire sur Haïfa pour la deuxième fois en 2 semaines. La fumée monte, la raffinerie ferme certaines de ses unités, et la guerre continue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 21 jours, la raffinerie de Haïfa touchée pour la 2e fois. 10 salves de missiles iraniens dans une seule journée. Netanyahou dit que l'Iran est en train de céder. La fumée au-dessus de Haïfa répond à sa place. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi. Un clic. Tu ne rates plus rien de ce qui va suivre, parce que cette guerre change d'échelle toutes les 24 heures. Si l'envie te vient de soutenir ce travail, c'est possible. Chaque soutien permet d'aller plus loin, plus vite, avec plus de sources. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires, tu crois Netanyahou quand il dit que l'Iran est en train de céder ?
Ou tu penses que 10 salves de missiles dans une journée, c'est plutôt le contraire? Dis-moi ce que tu penses. Je lis tout. À très bientôt. La suite arrive.